Allez, bonsoir à tous, salut les gars, voilà, bienvenue pour ce live ce soir. Alors, ce soir, les gars, annonce de fin de collection. Alors, fin de collection, dans quel sens? Fin des achats. Ça va être à ce niveau-là. Alors, bonsoir à tous, bienvenue pour la petite émission, on va dire, hebdomadaire autour du rétro gaming et autour du monde de la collection. Alors, salut à Matspo, comment vas-tu? Et puis bien sûr, bonjour à tous ceux qui passeront par ici au niveau du replay. Euh, alors au début, c'était une émission que j'avais enregistrée autour de la collection, une émission que j'avais voulu faire spécialement il y a déjà un mois et demi, 2 mois. Et au final, bah, c'est une émission que bah, je vais faire en live parce que tout simplement, j'avais trouvé l'émission que j'avais faite il y a quelques mois, au mois de octobre, pas assez peut-être, on va dire, pas assez peut-être pertinente, j'allais peut-être pas assez au fond des choses quand je parlais de la fin de collection. Salut Sébastien, comment va? Donc on va discuter de tout ça. Et j'avais mis cette semaine un sondage autour de la chaîne pour parler justement de ce que vous faites au niveau de votre collection et au niveau de est-ce que voilà, les jeux que vous avez chez vous viennent on va dire de votre enfance, ou c'est des jeux que vous avez chopés à droite à gauche au niveau de différents achats. C'est des choses qui m'ont intéressé de comprendre au niveau justement de votre façon de faire au niveau de votre collection. Parce qu'au final, on n'en sait pas forcément plus autour de chacun par rapport à ce que vous faites dans votre collection. C'est vrai qu'on a pas mal de retours de gens qui vous disent ouais, j'ai acheté tel jeu à tel endroit, et puis au final ça s'arrête là, on n'en sait pas plus. De mon côté, voilà, comme je l'ai expliqué, moi j'ai pas attendu tous ces gens-là pour faire ma collecte. J'ai pas attendu en fait de voir un youtubeur parler de jeux vidéo pour commencer une collection. Salut à toi Ken. Je reprends l'exemple, j'ai discuté avec Violent Ken au niveau comment dire, des commentaires et justement du fait que voilà, vous dans vos collections, vous avez certainement des choses que vous avez achetées par rapport à d'autres et pas par rapport en fait à ce que vous vouliez au départ. Vous êtes embarqué dans un truc, voilà, vous savez pas trop où vous allez. Et puis j'avais pris l'exemple voilà, des CD de musique. Alors j'en ai pas un sous la main là, mais imaginez que vous allez à Virgin Megastore dans les années début 2000, la hype de l'import qu'on a tous connu. Vous avez envie d'acheter plein de CD de rap, vous avez envie de vous faire plaisir au niveau des collections. À l'époque, il y a également des compiles qui arrivent du côté des DJ, etc. Vous avez envie de récupérer plein de choses. Vous achetez plein de CD, Virgin Megastore en import. Tout ce qui est sorti à l'époque avec les rappeurs américains, et puis également les rééditions en version CD d'Ice Cube, Lethal Injection, avec également qui était introuvable à un moment donné à la Fnac. Si on peut faire une petite comparaison avec les CD de musique à l'époque, il y a plein de gens qui se sont emballés à prendre plein de choses au niveau des achats compulsifs, et au final ils n'ont pas forcément écouté ni pris le temps, on va dire, de savoir ce qu'ils achetaient. Le phénomène du rétro qu'on a depuis 5 ou 10 ans en France, ça reprend les codes de l'achat compulsif au niveau des rééditions également, parce que les gens qui ont acheté des rééditions vinyles de certains albums de grands rappeurs américains des années 90, c'est pas les albums originaux, je suis désolé de vous le dire les gars. Aujourd'hui vous achetez un Gley Lancer Mega Drive
ça vaut rien du tout. Ça vaut simplement le prix que vous l'avez acheté aujourd'hui, ça ne vaut rien aux yeux des collectionneurs. Que dalle. Aujourd'hui, vous achetez une réédition d'un grand artiste des années 80, Michael Jackson, etc. Un collectionneur, il voudra l'album de Thriller sorti en 83 ou 84. Il en a rien à faire de l'édition des 40 ans, je ne sais pas quoi, ça vaut rien. Aujourd'hui, ce que vous voulez faire, certains au niveau de votre collection, je sais pas ce que ça veut dire, mais il faut vous dire un truc, les gars. Moi, la décision que j'ai prise d'arrêter au niveau des achats, je l'ai prise il y a déjà pendant l'été. C'est-à-dire que moi, de mon côté, il m'est arrivé d'aller dans certaines boutiques jeux vidéo parisiennes, d'acheter un jeu, mais vraiment, genre le jeu que personne n'attendait, que ça peut être voilà, un jeu de sport, ça peut être un petit shoot 'em up, mais moi, au niveau de ma collection, c'est terminé. C'est-à-dire que depuis le mois d'août, je n'achète absolument plus rien au niveau, on va dire, référence. C'est-à-dire que y a des gens, ils ont des listings. Ils vont dans les magasins, ils ont un listing. Les mecs, ils ont Excel. Ils se disent, il me manque tel jeu pour compléter un truc, etc. Moi, c'est terminé. C'est terminé. Alors, je suis pas non plus client des boutiques actuelles au niveau du jeu vidéo parce que j'ai beau regarder dans les vitrines ce que proposent les gens dans les magasins, soit c'est extrêmement cher, les codes Ergus ne sont pas respectés. Il y avait une émission il n'y a pas longtemps là, qui est passée au niveau d'M6 avec l'Argus dans les Game Cash et les Vinted, etc. Salut New Tech City, salut Spartacus, hein, je vous dis tous bonjour les gars. Alors Virgin Megastore, tu dis que de souvenirs, mais rayon hard metal pour toi. Ouais, moi c'était le rap US américain en partie. Même si sincèrement, on copiait les CD et les cassettes, voilà. Donc voilà, je vous disais les gars, au niveau de... Je ne suis plus client des magasins de jeux vidéo. C'est-à-dire que moi, je ne vois absolument plus aucun intérêt par rapport à ma collection. Où je me fournis essentiellement. Et là par exemple, regardez, c'est un petit colis qui est arrivé cette semaine acheté au Japon. Je sais pas si c'était dans une vidéo que je vous avais préparé, que j'ai pas, parce que j'expliquais que j'avais préenregistré en fait une émission d'1 heure où j'expliquais la fin de ma collection, la fin de mes achats. Alors c'est pas la fin de ma passion pour le rétro gaming, c'est-à-dire que moi j'adore le jeu vidéo, mais j'ai pas besoin d'acheter des nouvelles choses. Voilà. Je vais expliquer tout ça, voilà. Dans la vidéo que j'avais faite ou que je devais faire, que j'ai pas diffusé, mon dernier achat, ma dernière grosse cible, c'était quoi? Je vous montre ça les gars. C'est voilà, la Dreamcast japonaise en boîte. C'était la Dreamcast japonaise, c'est-à-dire que j'avais une Dreamcast PAL et je voulais une Dreamcast japonaise qui était la première console que j'ai eue au niveau des Dreamcast. J'ai été parmi les premiers acheteurs en import de la Dreamcast sur Paris en occasion. C'est-à-dire que à l'époque, Stock Game Jussieu avec José là, le collègue de Thomas qui était anciennement à Jussieu, Stock Games Voltaire, j'avais acheté donc cette Dreamcast japonaise pour jouer à tout ce qui était NBA 2K, NFL, Star Wars Racer, etc., etc. Et salut Colonel Harry, ouais. Salut Colonel Harry, salut Ken, et donc je disais, mon dernier achat, c'était la Dreamcast japonaise. C'était ciblé, c'était ça que je voulais pour ma collection, et j'ai besoin absolument de rien d'autre de plus par rapport à ce que j'ai déjà. Alors, c'est pas une décision qui est facile à prendre pour la plupart des collectionneurs aujourd'hui au niveau du jeu vidéo. Ça, j'en suis conscient. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui existent dans le rétro gaming que par rapport aux achats qu'ils font. Et ça, c'est un danger.
Parce que il faut vous dire, les gars, que le rétro gaming, c'est pas acheter des jeux tous les week-ends, c'est pas faire des crédits, c'est pas dire au magasin, tiens, tu me le mets de côté, je vais venir le chercher. Le rétro gaming, c'est pas de l'achat, c'est également jouer avec ces jeux. Je prends l'exemple, voilà, de ce que je vous ai raconté au tout début avec, par exemple, excusez-moi, les CD. Avec les CD, où justement il y a plein de gens qui avaient acheté des CD à une époque, ils ne jouaient pas, ils ne les écoutaient pas, et ils savaient même pas quel artiste c'était. Aujourd'hui on en est là en fait. C'est pas parce que un jeu est peu cher que vous devez l'acheter, c'est pas parce qu'un jeu est très cher que vous devez l'acheter pour représenter quelque chose dans votre collection et puis le montrer aux autres. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se trompent de chemin dans ce qu'ils font, et vous avez beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes en essayant de se faire croire qu'ils ont acheté une belle pièce et que leur collection elle est bien. Les gens qui, à un moment donné, se disent tiens, je vais revendre ma collection ou je ne sais quoi, c'est des gens qui ont pris le mauvais chemin dès le début. Et y en a qui vous disent aussi, moi j'ai entendu des phrases hallucinantes de gens, voilà, dans mon entourage qui disent voilà, je vais acheter beaucoup là parce qu'il faut que j'achète et puis ça pourra me permettre de faire des vidéos derrière. À partir du moment où vous achetez des jeux pour faire des vidéos, que vous achetez des jeux également pour faire comme vos potes et que vous n'avez pas besoin de ces jeux-là, les gars, faut arrêter vos collections. Je vois également des vidéos autour d'internet où il y a des gens qui vous disent commencer une collection rétro gaming en 2023, 2024, 2025 avec un point d'interrogation. Mais allez vous faire mettre, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire à ces gens-là en fait. Parce que le problème de ces gens-là, c'est qu'ils posent pas la bonne question. À quel moment en fait commencer une collection en 2023-2024, ça a un sens. C'est pas ça le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec vos jeux. Arrêtez d'essayer de mentir aux gens en leur faisant croire que collectionner c'est bien. Collectionner, il n'y a pas de côté bien ou pas bien. Ça n'a absolument aucun rapport. Ça vous appartient, ne faites pas les choses par rapport aux autres et n'achetez pas des jeux chers juste pour dire tiens j'ai acheté aujourd'hui un jeu à 1500 € et ça va faire plaisir aux gens de ma communauté sur les forums. Les gens s'empressent de faire une vidéo rentrée vide-grenier, rentrée achat. Les mecs ils ont dépensé 500 € de jeu sur une semaine et puis arrivé en fait à la vidéo ils gagnent 1 ou 2 € avec leur vidéo. Ils ont fait 1000 vues, ils sont contents, 1000 vues, ils ont dépensé 500 balles. Et à quel moment, en fait, vous réfléchissez à ce que vous faites un peu? Enfin, c'est quand même hallucinant, quoi. Alors, moi, je veux bien qu'on se fasse plaisir en achetant un jeu très cher parce qu'il n'est pas accessible, donc on en achète un. Mais quand on achète 10, quand on achète 15, ou que t'achètes du X68000, ou que t'achètes de la NES, ou que t'achètes de la Mega Drive, juste pour dire... je l'ai payé à la fin tant parce que le prix rentre toujours en compte. Moi quand j'entends des gens dire qu'ils n'ont pas terminé Sonic, qu'ils n'ont pas terminé Donkey Kong, ils n'ont pas joué à Mario Bros 3, ils n'ont pas joué à Castlevania 4 et les mecs sont prêts à mettre 200 balles dans ces jeux là, mais les gars, mais arrêtez, vous vous mentez à vous-même, c'est n'importe quoi, vous faites n'importe quoi. Moi la collection que j'ai, et j'en viens au sondage voilà, que je vous ai présenté dans l'onglet communauté, je suis très content d'un truc, c'est que 87% des gens qui ont voté ont mis que ils ont une collection par rapport à leur enfance. Ce sont des jeux voilà, qu'ils ont connus quand ils étaient plus jeunes, et c'est absolument en fait ce qu'il faut faire. Il ne faut pas acheter des choses que tu n'as pas connues. Pourquoi aujourd'hui, toi, t'es un mec de 35 ans, pourquoi tu vas acheter une GX 4000 ? Je veux dire, ça te sert à quoi ? Ça te sert à quoi d'acheter une GX 4000 ? Alors, tu peux la connaître, mais le prix que ça coûte, est-ce que sincèrement ça a un intérêt simplement de la prendre pour dire je l'ai ? Ben non, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'étais arrivé à un point au niveau de ma collection où, en effet, je suis d'accord, j'aurais pu arrêter d'acheter des jeux déjà l'année dernière, par exemple. Mais
Je ne vais jamais dans un endroit ni dans un magasin. Et là, voilà, je vous explique un peu les coulisses des boutiques de jeux vidéo, où je vous parle sans, voilà, balancer ce qui se passe exactement, mais moi, quand je vois, et je vous ai prévenu, hein, je vous ai dit attention, au mois de septembre, revalorisation de l'inventaire, les prix vont monter, achetez avant. Les magasins font leur propre Argus. Quand moi, par exemple, l'année dernière, du côté de Games Mall, je suis allé également, cette année, je suis retourné du côté de Full Set, Games Mall, etc. J'ai vu les mêmes genres de tarifs à peu près à 10 euros près. Ça n'avait pas trop bougé. Par contre, là, septembre 2024, c'est de la folie. Je veux dire, aujourd'hui, vous voulez acheter Outrun sur PC Engine, 140 balles. Et on est où là? 180 balles même des fois. Vous voulez acheter un shoot 'em up qui coûtait 70 balles l'année dernière, aujourd'hui il a 120 balles. Il y a plein d'exemples comme ça, il y en a des tonnes et des tonnes. Alors je vais lire un peu les messages de votre que vous disiez. Salut Lincoln, bonsoir à toi. T'en penses quoi des consoles émulation? C'est de la merde. Achetez pas ça. Achetez pas ça. Analogue, Ambernic, tout ça là. Déjà dans Analogue, il y a Anal. Qu'est-ce que tu vous fous avec ça? C'est de l'arnaque, ça. C'est de l'arnaque. Jouer sur un émulateur sur votre PC, ça sert à rien, c'est même pas la vraie console. C'est quoi les composants qu'il y a dedans? C'est des composants chinois de merde qui sortent de je ne sais où. Les cartouches, pareil, les cartouches Neo Geo qui vous vendent 400 euros là, je ne sais pas où. N'achetez pas ça. Il n'y a pas les composants Toshiba, Yamaha, SNK d'origine. Ça vaut rien. Vous allez le payer le prix fort que c'est à la vente. Vous ne pourrez jamais revendre ça à un collectionneur. Les collectionneurs, ils en ont rien à foutre. Ils veulent les produits d'origine. N'achetez pas des consoles analogues et tout. Ça tombe en panne. Ça tombera en panne dans 4-5 ans. C'est de la merde, les composants. N'achetez pas ça. Achetez-vous une vraie PC Engine. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter un lecteur CD, la Duo, achetez la PC Engine toute simple. Vous la payez 100 euros au Japon. Point final. Faites-vous plaisir avec des petites U-cards. Achetez les vraies consoles. N'achetez pas ces merdes-là. C'est toujours réparable. Les consoles avec des modes analogues comme la NES, la Master System, la Mega Drive, c'est simple à réparer. Condensateur, connectique vidéo, sortie son, c'est très facile à réparer. Ils vendent même des slots cartouches NES qu'on peut remplacer quand l'autre est trop oxydé. N'achetez pas des analogues, qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Ça, c'est un émulateur en fait que vous allez les payer 200 balles. C'est même pas l'expérience de jeu, il y a de la latence à l'écran, foutez-moi ça à la poubelle, c'est de la merde. Ça sert à rien. Je veux dire, c'est pas parce que ça sort que c'est bien, ça vaut rien toutes ces conneries. Alors Ken, tu dis, ouais, c'est les gens qui collectionnent par rapport au prix que coûte un jeu, ils sont hors réalité. Moi, je reviens au fait tout simple. La base, c'est quoi la base dans le rétro gaming? C'est d'avoir connu les consoles, c'est d'avoir joué avec, d'avoir un affect avec, et de terminer les jeux de base. Si t'as pas terminé Donkey Kong ou Sonic, commence par les bases. N'achète pas Mark of the Wolf. Qu'est-ce que tu vas foutre avec Mark of the Wolf? T'as même pas été capable de terminer Mario Bros. Qu'est-ce que tu vas foutre avec Mark of the Wolf? Tu vas te faire latter, tu vas jouer 10 minutes, tu vas rien comprendre, tu pourras même pas jouer contre un mec qui a de l'expérience. Tu vas simplement acheter le produit pour dire je l'ai. Ça n'a, franchement, c'est d'un ridicule. Mais je sais pas si parfois certains collectionneurs, alors pas tous, il y en a. Alors moi j'ai une anecdote, les gars. Je vous donne une anecdote. Et je dirais pas le nom. Il y a une personne qui est passée dans un je viens chez toi sur une chaîne qui avait beaucoup de jeux Neo Geo. Est-ce que vous savez où sont ces jeux Neo Geo aujourd'hui? Ils sont dans un coffre-fort. Est-ce que vous voulez finir en fait comme certains tarés là qui habitent en région parisienne avec des tasers, avec des fusils à pompe pour protéger un Symphony of the Night? Est-ce que vous avez envie de terminer comme ça? Bah en fait, dites-vous un truc, c'est que simplement en fait les collections rétro gaming à la base, c'est pas forcément fait pour être montré aux gens. Y a des gens qui ont fait l'erreur dans les jeux viens chez toi de montrer leur collection et maintenant ils sont pas très rassurés en fait parce qu'ils ont montré qu'ils avaient peut-être 200 000 euros de jeu. Et puis vous avez des gens également qui font des collections énormissimes
et qui ont tellement peur de jouer avec, de les abîmer, parce qu'ils espèrent, ah oui, non, mais ils espèrent qu'un jour ils seront millionnaires, et ils espèrent un jour qu'à 70 ans, c'est-à-dire quand ils auront dans 20 ou 25 ans, ils espèrent que leur collection vaudra en fait le double ou le triple. Parce qu'ils voient des Goliots en fait acheter certains titres, comment dire, beaucoup plus que l'Argus dans les conventions par rapport à la hype, hein. Ils viennent entre copains, ils sont là, ils se hype, et puis ils se disent tiens bah allez, vas-y. Et puis ils prennent toujours les... Vous savez, quand ils rentrent dans une convention, les collectionneurs compulsifs, hein, qui sont attirés par la valeur et le prix, ils font deux stands, bam, ils achètent, et en fait toute la convention, en fait ils ont plus de thunes. Parce qu'ils pensent qu'en fait que les jeux vont disparaître, et puis ils sont attirés par ce qui vaut de l'argent, et pas par le gameplay. Enfin, je vous refais pas l'histoire, mais il y a des histoires toutes simples avec les premiers jeux. Regardez, les premiers jeux sortis aux États-Unis sur la Genesis. Moi, je me suis fait plaisir de mon côté par rapport, en fait, ouais, Stone, il est très hardcore. Bah, ouais, je vais vous expliquer, en fait, pourquoi, en fait, moi, j'ai arrêté d'acheter. Et j'invite les gens à en arriver là également, d'arrêter d'aller dans les boutiques pour acheter tout et n'importe quoi, d'arrêter d'aller dans les conventions pour acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin, acheter des trucs vraiment qui vous font plaisir, parce que l'argent que vous dépensez dans ces machins-là, vous ne pourrez pas le récupérer. Vous ne ferez jamais fortune avec un Strider Genesis. Moi, je me suis fait plaisir en achetant les 5 premiers jeux de lancement aux USA, au Japon et sur la Mega Drive PAL de l'histoire. Voilà, parce que moi je kiffe la Mega Drive. J'ai récupéré la Genesis US qui va arriver après cette Dreamcast. Au niveau des consoles, c'était la Genesis US qui me manquait. Je vais la récupérer, elle va arriver, et je l'ai achetée à une famille aux États-Unis dans le Kansas, qui a retrouvé ça de ses enfants qui étaient partis. Et je l'ai pas acheté au prix d'un collectionneur américain. Je l'ai acheté 45$. 45$ une Genesis avec tous les câbles, il n'y a pas la boîte, ok. Il y a 2 jeux, et puis la manette, etc. Enfin bon, la Genesis première du nom. Si je voulais acheter une Genesis sur République ou je sais pas où, ça m'aurait coûté 150 voire 200€ en loose. Hein, vous connaissez le prix de la boîte, hein, c'est 300€ la boîte Genesis avec la console. Déjà une PAL, la console PAL c'est 300 balles, voilà, avec la boîte, vous le savez. Donc la Genesis qui est encore moins courante, voilà. Mais moi je voulais les consoles des 3 pays, des 3 continents. Et je me suis amusé dans le passé au niveau de ma collection à prendre les 5 jeux de lancement aux États-Unis, au Japon et en Europe. C'est un kiff parce que moi j'ai le but en fait de me faire un petit présentoir, voilà, avec un côté historique que j'aime bien. J'ai fait ça par exemple pour la comment dire la Game Boy japonaise, où par exemple j'ai le premier Zelda, et sur la Famicom j'ai le premier Zelda aussi sorti au Japon. Et sur Super Famicom, j'ai aussi le premier Zelda, voilà. Mais c'est un petit kiff, voilà, c'est un petit kiff. Il faut que dans vos collections, les gars, il y ait un but. S'il n'y a pas de but dans vos collections, et que vous achetez pour exister aux yeux des autres, arrêtez, ça ne sert à rien. Il y a un moment, il faut que vous regardiez ce que vous avez acheté depuis un petit moment, et puis que vous vous disiez, pourquoi je fais ça ? Quel est le but, en fait, de ma collecte ? Moi maintenant je sais que quand je vais dans les magasins de jeux vidéo, le gérant ou un autre gérant qui me connaissent savent que je vais pas acheter de jeu. Si jamais je prends un jeu, en fait ça sera seulement par rapport à un thème que j'ai pas pu compléter dans le passé, mais voilà, je vous ai expliqué. Moi de mon côté, voilà, c'est terminé. J'ai besoin de rien. C'est-à-dire que déjà, premièrement, les bases, c'est terminer les jeux que vous avez, les faire, prendre plaisir avec, et arrêter d'acheter, parce que moi, ce que j'ai remarqué, hein, parce que je parle pas avec beaucoup de gens, je discute avec beaucoup de gens, même des gens, voilà, ils sont un peu barrés, hein, faut le dire. Ils vont dans la collection rétro gaming pour acheter. Leur but dans le rétro gaming, c'est acheter. Acheter. À aucun moment, ils ne font autre chose.
quand quelqu'un, voilà, vous montre une vidéo et vous parle simplement de la boîte et du prix qu'ils l'ont payé, dites-vous que cette personne-là ne fait rien d'autre. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais ces gens-là, à un moment donné, ils vont arriver dans l'overdose, ils vont arriver dans les crédits, ils vont revendre tout d'un coup, vous allez voir. Et ça s'est vérifié avec plein de gens. Et moi non, moi j'ai une autre théorie. Après je vais lire vos commentaires pour continuer. J'ai une théorie, je vais vous l'expliquer. T'annules la sortie de ta prochaine vidéo, alors bien débuter le rétro gaming en 2025. Bah, franchement, le rétro gaming en 2025 ou 2024, il n'y a pas de bonne ou mauvaise collection. Ta collection, elle t'appartient. Si tu prends des choses parce que tu as un affect avec, bah fais-toi plaisir. Regardez, j'ai un exemple. Regardez, dans les 5 premiers jeux aux États-Unis sortis sur la Mega Drive, on a Super Thunder Blade. Alors vous allez me dire, oui, celui-là, peut-être qu'il n'est pas sorti aux États-Unis en effet. Super Thunder Blade, regardez, moi ce que je kiffe, c'est ce genre de truc. Voilà, Ultima Games. Vous voyez, c'est le genre de petit truc que je kiffe en fait. Le jeu il a été utilisé, il a du vécu. Et c'est ça qui fait plaisir en fait. C'est que moi j'ai un grand affect avec le marché de l'occasion. Premièrement, pas le marché du neuf parce que j'ai pratiquement jamais acheté de jeu neuf sauf peut-être une fois ou deux fois par an. Et puis surtout, comment dire, les petites étiquettes comme ça parfois collées, c'est assez sympa je trouve. Et il y a pas mal de gens justement qui veulent des trucs parfaits. Alors, avoir un truc parfait et avoir une grande collection, pour moi ça dénote un grand problème psychologique bien plus profond lié au passé, lié à l'enfance. Il y a des gens qui vont vous dire oui, il y a un côté nostalgique dans ma collection, donc j'ai acheté beaucoup de choses, etc. Je pense que plus ta collection est grande, plus tes mots sont grands. Les mots, le mal. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec Rix, parce que Rix, on en a rigolé, on fera une émission, je pense, qui arrivera bientôt. On en a parlé avec Rix, qui a analysé la chose. Il m'a dit, tu sais, tu fais des vidéos informatives, tout ça, mais il m'a dit, tu sais, il y a 80% des gens qui regardent ta chaîne, ce sont des gens, en fait, qui achètent et qui collectionnent, et qui comprennent pas forcément tout ce que tu dis au niveau de l'information, ou qui n'ont pas envie de regarder, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est l'achat, etc. Regarde comment, il m'a dit, regarde comment ces gens sont habillés. T-shirt, geek, années 80-90. Basket, jean, sac à dos. Nous, on rigole avec ça. Mais ces gens n'ont pas envie de grandir. Ces gens n'ont pas grandi. Depuis les années 90 ou début 2000, ces gens n'ont pas grandi. Ils mettent des t-shirts qui sont beaucoup trop courts par rapport à leur taille. Ils ont une façon, une posture toujours regardez dans les magasins comment ils sont. Ils ont une façon de s'habiller comme s'ils étaient encore ados. Et toute la collection qu'ils ont chez eux, c'est pour essayer de cacher un mal profond. C'est pour essayer également de solutionner un mal profond qu'ils ont chez eux en faisant de l'achat. L'achat compulsif. Et d'ailleurs, c'est pas le seul domaine où en effet il y a beaucoup de gens qui achètent des choses sans forcément de raison, juste pour se sentir mieux. Mais l'achat compulsif dans le rétro gaming, c'est pour également satisfaire un besoin primaire de souffrance interne. Moi, où là, en fait, je me reconnais absolument pas dans tous ces gens qui, déjà, s'habillent comme dans les années 90, comme s'ils n'avaient pas grandi. Pump, jean, t-shirt geek, dessin animé, manga, etc. Trop court par rapport à leur poids ou leur taille. Regardez bien, c'est assez comique. Hein. La façon de parler, etc., de se déplacer. Tous ces gens-là, en fait... qui font ces collections essayent de cacher un mal en faisant beaucoup d'achats. Et ils n'ont pas forcément de... Et là, je vous dis, par rapport à ce phénomène, je me reconnais pas. Parce que moi, personnellement, de mon côté, j'ai un grand plaisir à me souvenir
de ce que j'ai vécu étant gamin à travers un jeu vidéo. J'ai pas de souffrance en fait par rapport à mon enfance. J'ai pas eu de manque. Quand j'avais un manque, c'était un jeu d'occasion ou des copies ou les copains me prêtaient des jeux. Tous les gens en fait, je pense, qui essayent quelque part de combler un manque par rapport au fait qu'ils n'avaient pas les jeux, etc. Et qui achètent justement des consoles par vengeance entre guillemets, parce que Monsieur Stéphane de Backing Toys l'a sorti, il achète des jeux par vengeance. C'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup de gens, quand vous les entendez parler, vous sentez quelque part que ces personnes ont envie en fait de prendre une revanche sur leur passé où ils n'avaient pas d'argent. Alors je parle même pas, attention, des gens qui délaissent leur famille le week-end pour aller acheter des jeux à 300 balles ou 500 balles pendant le week-end alors qu'ils pourraient passer du temps avec leurs enfants. Je parle même pas également des gens qui ne partent pas en vacances parce qu'ils ont acheté beaucoup de jeux, etc. Et puis des gens qui sont à crédit, des gens qui sont au chômage, qui mettent tout leur RMI et leur SMIC dans le jeu vidéo. C'est pas une blague, hein. Et je vous parle également de ça autour d'achats compulsifs, hein, sur les PSN, les stores, etc. Pardon. Mais moi, ce que je remarque beaucoup, et pour moi, l'overdose, je vous le dis la vérité. Alors Sébastien, tu dis ils vont revendre. Les boutiques vont fermer si on ne rachète pas le Mark of the Wolf. Bah, faudra pas compter sur moi, ni sur les gens de ma génération pour défendre les boutiques et acheter des choses dans les boutiques quand ça sera un peu trop tard. Faudra pas compter sur nous. On vit l'âge d'or du rétro gaming, il y en a pour tout le monde. C'est pas l'âge d'or. C'est pas l'âge d'or, Colonel Harry, je suis pas d'accord. L'âge d'or du rétro, c'était quand c'était sain. C'était entre 2003 et 2014. Là, en fait, vous avez beaucoup de youtubeurs influenceurs qui vendent des produits, qui attendent les dons, qui sont là que pour faire du bise. Ils en ont rien à foutre de votre gueule. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que quand on entend les conversations en privé, les gens qui vous parlent de rétro, la plupart du temps, sont là pour faire leur bif, c'est leur métier. Dites-vous un truc, le vendeur de magasin, le gérant de magasin, l'influenceur qui vous vend un produit, c'est leur métier. C'est pas vos potes. Alors, faut bien que ça rentre dans vos têtes, les gars. Ces gens sont là pour faire de la thune. Ils sont pas là pour vous aider psychologiquement si vous avez un problème. Ils vous disent mon frérot, mon poteau, machin, mais ces gens-là ne vous connaissent pas. Et la relation intime s'arrête à partir du moment où vous sortez du magasin et que vous avez plus de thunes. J'aimerais bien voir en fait les gens, par exemple, qui se déplacent toujours dans les mêmes boutiques à Paris ou en province, et que à partir du moment où ils achètent plus rien et qu'ils viennent simplement au magasin pour discuter, j'aimerais bien voir la réaction du vendeur ou du gérant pour voir s'il va avoir autant de patience avec vous. J'aimerais bien savoir. C'est exactement la même chose avec les youtubeurs. Vous avez eu ce phénomène avec Julien Chiez et Adblock. À partir du moment où vous donnez plus de thunes à ces personnes-là, ils vous diront plus bonjour. Ils disent bonjour qu'aux gens qui donnent de la thune. Vous pouvez faire un test, hein. Faites un test. Enfin bon, après on s'écarte, voilà. Ces vidéos sont utiles aussi, Stone, ça donne des infos pour les autres qui font des recherches. Ben, moi de mon côté, j'ai arrêté en fait de donner des conseils d'achat aux gens, parce que je pense que les gens sont pas à notre niveau de collection. Moi je suis à un niveau de collection où j'arrête, j'ai tout ce que je veux, j'ai eu tout ce que je voulais. J'ai pas une grande collection, mais j'ai eu tout ce que je voulais. Je peux pas conseiller à quelqu'un qui commence une collection d'acheter tout de suite Xenon 2, Bloodlines, Castlevania, Splatterhouse. Je peux pas lui conseiller, parce que le problème, c'est que cette personne-là ne va pas peut-être adhérer à ce jeu-là parce qu'il n'a pas l'argent, ou alors il aime pas ce genre de jeu. Il faut vraiment que vous essayiez les jeux avant de les acheter. On peut pas dire par rapport à une expérience que ce jeu est bien. Moi, quand il y a un exemple tout simple, c'est qu'il y a plein de youtubeurs qui vous disent ouais, ce jeu, bon, il a mal vieilli, il était mieux avant. Dans son contexte, quand il est sorti en 97 ou 2004, ce jeu était exceptionnel. On est en 2024. Comment tu peux conseiller un jeu à un mec qui commence une collection en 2023
qui est né avec la PS2. Le mec, il a 30 ans, et j'en ai vu beaucoup, hein. J'en ai vu beaucoup à la soirée Neo Geo et la soirée de Conquerax. Il y avait beaucoup de gens entre 25 et 35 ans. Comment tu peux conseiller à ces gens-là de jouer à Terminator 2, The Arcade Game, à Cool Spot, en disant c'est un jeu exceptionnel? C'était exceptionnel en 93. Ça s'arrête là. Mais si tu as pas connu 93, tu vas comparer Cool Spot à quoi? Tu vas le comparer à un Megaman de la Switch ou à un jeu de plateforme sorti en 2024. Et les gens qui vous disent ce jeu a mal vieilli, c'est des gens premièrement qui n'ont pas connu le jeu à la sortie. C'est ça qu'il faut voir. Quand vous entendez un YouTuber dire ce jeu a mal vieilli, il l'a pas connu dans son contexte, parce qu'à l'époque le jeu était exceptionnel. Par contre, on peut dire de façon nuancée, ce jeu était très bon quand il est sorti, mais mal vieilli, bien vieilli, ça ne veut rien dire. C'est un problème de compréhension et c'est un aveu en fait de manque d'expérience par rapport au produit. Et ça, vous pouvez le retrouver également quand vous discutez avec des vendeurs à Paris qui sont nés avec la PS2 et qui vous parlent de Sonic 3. Ils vont vous dire ouais, bof, c'est pas mal, j'aime bien le 2. Mais les mecs ne sauront pas vous en parler en fait. Après, je demande pas aux gens de vous en parler pendant 10 ans d'un jeu. Mais il y a des gens qui, tout simplement, en parlant d'un titre, vous allez sentir qu'ils n'ont pas vécu le truc. A contrario, il y a des gens qui vont vous faire croire que le jeu était exceptionnel à l'époque. J'ai réentendu une interview d'un gars là, qui est en Tunisie il y a pas longtemps qui disait ouais, Gran Turismo, il était magnifique à l'époque, hein, il était magnifique. Gran Turismo, il était dégueulasse à l'époque. Quand nous, on l'a vu sortir sur PS1, on jouait à Verali, on jouait à des... Je sais plus s'il y avait Colin McRae qui était juste arrivé avant ou pas. Gran Turismo, il était dégueulasse. Et franchement, il n'y avait rien dans le décor, c'était vide, c'était horrible. Mais l'intérêt de faire le permis, code de la route, de faire les courses avec justement le mode carrière, c'était exceptionnel, exceptionnel. Mais graphiquement, il était dégueulasse, Gran Turismo 1. Enfin, et en plus, tu joues en 50 Hz. Non mais arrête, c'est bon, arrête. Non, mais... Ça prouve encore une fois que non, Gran Turismo, bah, je suis désolé, tu l'as pas connu au moment où il est sorti et t'essayes de faire croire. Voilà, c'est le syndrome Turok 2. Voilà, c'est toujours pareil. Voilà, bah non, je suis désolé. Turok 2 est dégueulasse. Il est dégueulasse ce jeu. Et il se vendait pas. J'ai bossé en boutique à l'époque où il est sorti. Le jeu était dégueulasse et il se vendait pas. Les gens le ramenaient le lendemain. Mais bon, ça c'est encore une fois, quand tu passes de la NES à la N64, bah oui, c'est une claque graphique. C'est comme les gens qui sont passés de la Game Boy à la Neo Geo, ah ouais, c'est une claque graphique. Bah heureusement que c'est une claque graphique, bordel. Enfin, il y a un moment donné... Enfin bref. Et la phrase au bois dormant, salut à toi, tu dis, faut en rigoler, ou il faut les aider. Alors voilà, ce que je voulais dire par rapport à moi, je suis allé il y a pas longtemps, je vous dis, à la journée, en fin de journée où il y avait Conquerax qui était là avec tous les gens. Pour moi, je suis parti voir des potes pour discuter, mais pas dans le but ni d'acheter, ni d'apprendre des choses, mais pour moi c'était la fin. C'est-à-dire que je l'ai pas dit à mes potes, je l'ai pas dit au gérant du magasin. Pour moi, les magasins, c'est terminé. J'y retournerai plus. Pour moi, également, le rétro gaming, j'ai fait le tour. J'ai vu la mentalité des gens. Les gens sont persuadés, tous, la plupart, hein, de faire des très bons achats, de faire des bons investissements. Ils sont sûrs et certains, en fait. Ouais, Jeff Retro, ouais. Si tu veux voir, je suis à 53 minutes 40 et 53 minutes 11 dans la vidéo d'Asenka, si tu veux voir. Et d'ailleurs, là, pour la petite histoire, Asenka a retourné en fait son passage devant les vitrines parce que pour lui on parlait trop fort quand il passait. Voilà. Asenka, c'est la personne d'ailleurs qui dit jamais bonjour à personne dans le magasin, il fait sa vidéo, il dit bonjour au gérant et à ses potes, enfin ses potes de la division 1 de Game One et puis il se casse. Voilà. Bon, il y a des gens, ils disent bonjour à tout le monde, voilà. Voilà, qu'est-ce que tu veux, je sais pas. Moi, je comprends pas ces gens-là, en fait. T'es quelqu'un, en fait, qui véhicule une image sympathique à travers les vidéos, et puis au final, dis pas bonjour aux gens, on s'en fout.
Enfin bon, bref, c'est très bizarre. Mais en fait, ça dénote l'ambiance du rétro gaming actuel, hein. Tous ces gens qui, quelque part, se prétendent un peu plus au-dessus, en fait, de la niche en étant dans un média. Les gars, vous n'avez pas vécu ce que nous on a vécu, ce que d'autres ont vécu. Enfin, je veux dire, la niche qui représente quelque part le monde du rétro gaming en français représente assez mal en fait. Et je parle pour plein de gens, hein. Je parle pour plein de gens, hein. Et ça représente assez mal ce que les anciens ont vécu. Je pense qu'ils représentent plus les gamins de 25-30 ans. Voilà, c'est un peu ça. Et je trouve qu'il n'y a pas. On va pas dans le bon sens. On parle trop de prix, on parle trop de. C'est trop du m'as-tu vu. Il y a trop de langue de bois dans les interviews avec les gérants de boutique. Il y a trop de langue de bois avec également les collectionneurs. C'est pour ça que moi j'ai bien apprécié parler avec Gwen Leblond à la fin de la soirée parce que au final, moi la soirée, bon, j'ai discuté avec mes potes, mais bon, niveau pertinence du milieu, bon, c'est difficile de rencontrer des gens qui ont des choses pertinentes à dire dans ce milieu-là. C'est pour ça que quelque part, en fait, moi, je me reconnais absolument pas déjà, je vous dis, dans la façon de collectionner des gens que j'ai pu rencontrer, où au final, on parle de pièces plus que de gameplay. Mais ça, en effet, sur YouTube, c'est un code. Le gameplay, sur YouTube, ça n'intéresse pas forcément grand monde, voire personne. Par contre, tu parles d'un jeu que tu as acheté 1500 €. Ah là là là, c'est super, génial, j'adore ta vidéo, c'est exceptionnel. Enfin, les mecs sont comme des fous devant le fait que tu aies dépensé 1500 balles. Enfin, c'est quand même hallucinant. Et moi, l'overdose, en fait, elle est arrivée au moment où bah, tu te rends compte que tu vas dans certaines boutiques ou voir des potes, et c'est pas qu'il se passe plus rien, mais il n'y a plus aucun intérêt, en fait, à discuter avec des gens qui veulent acheter des jeux que de façon compulsive, sans vrai intérêt derrière. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Matspo qui lui, bah, il achète jamais rien, il parle de jeux et il dose. Ben de la chaîne de la dose, qui est sur la chaîne à Edge, de temps en temps c'est pareil. C'est des mecs qui dosent, c'est des mecs qui jouent, ça parle gameplay, c'est hyper intéressant. Mais excuse-moi, cousin Hubert, tu dis t'as un t-shirt et un mug de ma chaîne, bah c'est bien. Colonel Harry, je mettrai ma plus belle cravate le jour où j'irai en boutique finir ma collection. Bah, tu sais, Colonel Harry, le problème c'est que, tu sais, je vais vous dire un truc, on a tapé beaucoup sur les gens qui font des full sets. C'est-à-dire que on a méprisé ces gens-là en leur disant qu'ils faisaient n'importe quoi, le full set c'est pourri, le full set ça sert à rien, des gens qui n'ont pas de goût parce qu'ils achètent tout. Moi je suis très inquiet également pour les gens qui sont des touches à tout. Ils disent pas qu'ils font un full set, mais ils veulent acheter que des jeux japonais sur Mega Drive, ils veulent acheter que des jeux japonais sur la Super Famicom, ils veulent acheter que des jeux américains sur machin. Ils touchent à tout, ils prennent tout. Ils prennent de tout en fait. Je pense que le danger est aussi profond pour eux de faire ça que de faire un full set. Parce qu'à la limite, le gars qui fait un full set, il sait que ça va se référencer sur la PS3, sur la PS2, ça s'arrête là. Et ça se finira jamais. Et d'un autre côté, les gens qui passent leur vie à acheter des jeux en allant en boutique et en pensant faire du rétro gaming sain, ça ne se terminera jamais. Vous passerez tous vos week-ends pendant des années et des années jusqu'au moment où vous prendrez conscience que ce que vous faites n'a d'intérêt que pour le gérant du magasin qui vous utilise en vous disant mon poteau, mon frérot, comment tu vas, machin. Alors t'as vu, j'ai rentré une belle pièce aujourd'hui, qu'est-ce qui t'intéresse? La façon de fidéliser le client dans les magasins aujourd'hui, et on parle de dépendance, on en a parlé avec Rix et avec d'autres, les gens viennent chercher leur dose.
comme un toxicomane, ils viennent acheter leur jeu, ils ont besoin d'acheter un jeu à chaque fois qu'ils vont en vitrine, et ils ont une conception du rétro gaming que par rapport à l'achat. Et on avait tapé sur les gens du full set, mais je pense que les gens qui pensent faire du rétro gaming de façon sainement sont aussi atteints. Je sais pas si c'est un problème générationnel, alors je sais pas si voilà, à 40 ans vous traversez une crise ou vous divorcez, vous en avez marre de vos gamins, donc vous voulez acheter une belle voiture, vous voulez acheter, vous voulez acheter des jeux, une belle moto, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose de mauvais en fait quand vous vous déplacez en boutique et que vous regardez comment achètent les gens, comment conçoivent le rétro gaming les gens aujourd'hui. Je dis pas que c'est de leur faute, mais c'est également en grande partie de la faute des influenceurs que vous avez dans le rétro aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des influenceurs qui ne vendent que des produits. Est-ce qu'aujourd'hui, Funiman vous parle de gameplay? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas moi, parce qu'on prend souvent, parce que c'est facile de parler de Funiman, parce que tous les 2 jours il fait une vidéo, donc évidemment, voilà. Mais Chaos Harmony, le brocante game, là, les mecs là, ils rachètent des jeux en brocante à 2 balles à une mamie qu'ils ont violé, et puis après ils revendent ça 20 euros, 30 euros sur leur Vinted. Parce qu'il y a pas longtemps, il y a une émission là sur Vinted. Et dans Capital sur M6 avec on n'apprend rien, c'est des clichés, c'est téléphoné, mais c'est la réalité du marché. Aujourd'hui vous avez des brocanteurs qui vous parlent de passion et qui ne font que de la vente. Ce sont des revendeurs professionnels, les brocanteurs aujourd'hui. Ce ne sont pas des passionnés de jeux, ils en ont rien à foutre du jeu vidéo, les gars. Vous êtes abonné à ces gens là en fait, et vous marquez ouais, ta vidéo elle est géniale, j'adore. Et en fait, vous êtes dans le train en marche de l'achat compulsif comme eux, en espérant trouver des pépites rares. Déjà, les gars, une pépite rare, enfin une perle rare, arrêtez avec ces mots-là, parce que vous savez pas de quoi vous parlez. Quand on parle de perles rares en achetant un Crash Bandicoot Racing ou d'acheter Soul River sur la Dreamcast et que c'est une pépite rare, enfin arrêtez les gars, ça a été vendu à des millions et des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Arrêtez avec vos pépites rares, enfin c'est incroyable. Déjà, c'est un pléonasme, pépite est rare. Alors, en général, c'est rare une pépite, donc... enfin, bref. Et moi, ce que je veux dire, surtout, c'est que si vous prenez conscience que vous n'avez pas besoin d'acheter pour vous faire plaisir à travers les jeux que vous avez, bah déjà, ça sera un grand pas pour vous. C'est pas évident, c'est pas évident. Moi, je sais que de mon côté, je me suis dit, à un moment donné, la collection Mega Drive, ben, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Je dis pas que j'ai l'impression d'être dans une médiathèque, mais il y a des moments, je me dis tiens, je vais jouer à quoi? Et puis voilà, je me fais plaisir. Mais j'ai pas besoin d'aller de faire la démarche d'aller dans une boutique acheter des jeux pour me faire plaisir à travers le rétro gaming. Le rétro gaming, c'est assez vaste. Et c'est pas simplement acheter des jeux, quoi. C'est ça que faut vous dire, les gars. Voilà. Alors, je vais lire un peu vos commentaires. On va regarder ça. Hop. Alors, excusez-moi un tout petit peu. Hop. Voilà, alors on va remettre la caméra. Voilà. Non, parce que j'avais besoin de faire j'avais besoin d'éternuer, de me moucher, je suis un peu enrhumé. Alors, vous disiez ça devait être blindé. Salut Panenka. C'est pour ça je n'ai pas fait le déplacement. Bah, il y avait pas, non franchement. Je te dis, dans la journée, il y avait eu entre 100 et 200 personnes environ, mais rien de plus, hein, voilà. Grand Turismo, il n'y avait que les ralentis qui faisaient rêver. La physique de la voiture, c'est la physique de la voiture, tout à fait. Attendez, je vous remets ça. Cousin Hubert, Flay, tu dis, je te conseille un Metal Slug 1 AES. Alors, le Metal Slug 1, franchement...
Est-ce que vous croyez dans votre vie, les gars, qu'un jour vous allez avoir un Metal Slug 1 dans votre collection? Est-ce que sincèrement, en fait, vous pensez? Vous pensez sincèrement un jour acquérir un Metal Slug 1? Euh, Jamais, vous aurez jamais un Metal Slug 1, jamais. Avec le cours du marché actuel, les jeux ne font que monter, ils ne baisseront jamais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui vous disent faire une collection rétro gaming en 2025, c'est bien ou c'est pas bien, utilisez votre cerveau, les gars. Jamais vous pourrez atteindre certains jeux au niveau de la collecte, c'est totalement impossible. Totalement impossible. Aujourd'hui, il faut passer par quoi? Il y a des gens, ils vont vous dire, et je vais vous montrer, hein, je vais vous montrer, regardez, moi je m'étais amusé dans le passé à acheter certains jeux, et finalement, voilà, c'est de la connerie, parce que j'ai pas de satisfaction autour de ça, j'ai aucune satisfaction. Regardez, j'avais acheté Tetris Mega Drive. Alors, je l'ai enlevé de sa boîte parce que j'ai utilisé la boîte pour mettre un vrai jeu. J'avais acheté également Rockman, voilà, que vous voyez. Rockman sur Mega Drive japonais, qui coûte très très cher. J'avais également acheté des jeux qui sont jamais sortis, qui étaient pas terminés au niveau c'est pas un homebrew, hein. C'est des protos qui ont été mis sur cartouche à un moment donné. Voilà, Dragon Slayer sur la Mega Drive. Il y avait également Bubble Bubble, voilà, Bubble Bubble Genesis, voilà. J'ai les cartouches avec, voilà, le Wolfenstein 3D également. Et en fait, ça c'est des trucs dont j'aurais pu me passer. C'est des trucs, je suis d'accord, je les ai payés 10 balles ou 7 euros. Je les ai payés 7 euros à l'époque sur AliExpress en 2017 ou un truc comme ça, c'est hyper vieux. Mais c'est des trucs dont j'aurais pu me passer parce qu'au final, c'est pas des vrais jeux, c'est des jeux qui sont jamais sortis. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui veulent. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, comment dire, accéder en fait au Metal Slug et à la collectionnite en disant j'ai Metal Slug. Et ils ont un carte mode en fait. Juste pour apparaître en fait au niveau des potes collectionneurs parmi les gens legit dans le monde du rétro, ce qui est totalement ridicule. N'achetez pas de carte mode, les gars, ça sert à rien parce que vous allez le regretter. L'argent que vous mettez là-dedans, c'est de l'argent perdu, quoi qu'il arrive. Faut penser en fait au fait que vous pourriez acheter le vrai jeu en économisant, alors pas Metal Slug, hein, mais bon, après bien sûr, voilà. Moi j'ai acheté des RAW Pro, c'est pas des cartes mode, j'ai acheté des RAW Pro d'Alien Soldier par exemple, voilà. Parce que le vrai Alien Soldier c'est extrêmement cher, vous avez compris. Il y a, pardon, il y a pas longtemps également, j'avais acheté, regardez, Hyperstone sur la Genesis, vous voyez. J'avais acheté Ghouls and Ghosts sur Genesis également. Moi, c'est des trucs en fait, au niveau collection, que vous pouvez pas trouver en France. C'est des trucs qui sont absolument introuvables en France. Le Hyperstone sur Genesis, Mega Drive US, impossible à trouver en France, impossible. Et moi, je suis très content en fait d'avoir ce genre de jeu sur la Mega Drive. Et il y a des gens, ils vont absolument vouloir la version japonaise parce que Wawa en a parlé ou machin en a parlé, etc. C'est devenu d'un ridicule le rétro gaming en France. On ne fait plus les choses par rapport à ce qu'on aime. On fait les choses par rapport à un autre youtubeur. Et je vois très bien, moi, les gens sur les forums qui discutent justement de rétro gaming, on se demande si c'est un sketch parfois ou si c'est la réalité. C'est ça le problème que j'ai moi avec le monde du rétro en France actuelle. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Après, il y a des gens, ils vont vous dire, les gens qui sont un peu à l'extérieur, qui sont dans la gestion de magasins, ils vont vous dire, ouais, mais vos histoires de gamins, vos histoires de qui a la plus grosse, qui a la plus grande, etc. C'est ridicule, mais je peux vous dire un truc, c'est que les gérants de magasins sont extrêmement contents de voir ce qui se passe avec des collectionneurs qui sont prêts à dépenser
500 €, 300 € ou 1000 € dans certains jeux en vitrine, ils sont extrêmement contents. C'est une hypocrisie totale qu'il y a dans le monde du commerce du jeu vidéo. Je prends l'exemple, regardez des boîtes mystères. Les boîtes mystères, mais mon Dieu. Putain, mais t'es Conquerax, t'as 450 000 abonnés, tu vas nous faire croire que c'est une boîte mystère qu'on t'a offerte ou que t'as acheté. Arrête avec ça, mais faut arrêter les gars de prendre vos abonnés pour des cons. Faut dire la vérité, arrêtez avec ça. Quand également des youtubeurs, oh un jeu de Mahjong, bah, d'ailleurs tu vois Conquerax, la question pertinente que SNK aura dû lui poser, tu l'as fini le jeu de Mahjong ou pas? Tu l'as fini? Moi je vous dis, je suis pas fanzouz, je suis pas le gars en fait qui va dire ah j'adore ton travail, j'adore ce que tu fais, c'est génial. J'en ai rien à foutre. J'ai passé l'âge. Moi j'ai vécu les années 90 dans le rétro. J'ai pas besoin de regarder un youtubeur raconter des saucisses et des salades pour raconter sa vie. Ça m'intéresse absolument pas. Alors je pense j'en ai parlé avec plein de gens de mon âge. Ils m'ont dit mais en fait c'est quoi l'intérêt en fait de regarder la chaîne d'un tel ou d'un tel, le mec qui te raconte quelque chose que tu as déjà vécu, ou il t'invente une histoire autour de la Neo Geo en 89, ou ça sert à quoi en fait? À quoi ça sert? Vous avez même des youtubeurs influenceurs qui sont arrivés à un point de défendre des magasins qui faisaient du recel. Ou de défendre des magasins également. Ah ouais, mais je l'aime bien, il est sympa le vendeur. Et puis il a des difficultés, hein. Mais tous les 3 ans, il change de commerce, hein. Tous les 3 ans, il change de bail. Et puis il a un nouveau compte en banque, hein. On fait un petit coucou à Julien Courbet. Ah, il est sympa, hein. Et c'est difficile le monde du rétro. Non, mais à quel moment, en fait, d'un point de vue éthique et moral, c'est bien de défendre un gars qui, on va dire, alors soit ne déclare pas tout ce qu'il fait, soit fait du recel, soit également escroque tel ou tel client en n'envoyant pas les jeux. Il y en a plein d'autres en France, hein. Après, vous avez également des gérants de magasins qui vous parlent de passion, alors que 90% de leur chiffre d'affaires, c'est quoi? Des jeux Switch, des goodies, et le rétro gaming, en fait, ils vendent rien. Les jeux, ça fait 7 ans ou 6 ans qu'ils sont dans leur vitrine, ils partent pas. Sangoku Anthology, hein, on te fait un petit coucou. D'ailleurs, Sangoku Anthology, je pense qu'en 2040, il sera encore dans une boutique à Paris, en vitrine, à 1500 balles. Enfin, il y a plein d'inepties comme ça dans le monde du rétro aujourd'hui, où on vous fait croire, en fait, que à travers un youtubeur, où vous appartenez à cette communauté, c'est bien, en fait, d'adhérer à ce que raconte le youtubeur. Si vous connaissez les coulisses en fait des boutiques rétro, de la brocante et des collectionneurs qui vous disent collectionner alors que les gars ne font que revendre, je pense que vous allez être très très vite dégoûté en fait du monde du rétro en France où rien n'est sain. Il y a beaucoup de m'as-tu vu, il y a beaucoup de copinage. Je prends l'exemple des gens que vous allez rencontrer en convention qui vont pas vous calculer alors que vous avez peut-être fait des dons à ces personnes-là et vous allez aller le saluer, il va même pas discuter avec vous plus de 10 secondes, il aura rien à raconter également, enfin... Je pense que je vous apprends rien de ce côté-là, je vous apprends rien. Ces gens-là, en fait, qui sont très gros influenceurs dans le monde de YouTube, sont des produits marketing eux-mêmes. C'est leur métier. Ils sont pas là pour vous aider psychologiquement dans vos achats ou dans vos collections ou savoir comment va votre famille. Ils en ont rien à faire. À partir du moment où le portefeuille ne va plus dans leur sens, de vous vers eux, surtout, vous allez voir que le discours va changer. Ils vont parler à un autre plus parce que justement, il y aura eu ce travail de fidélisation envers vous qui n'aura pas porté ses fruits pour eux. Parce que vous leur apportez plus la source qu'ils espéraient envers vous, que ça soit un gérant de boutique ou que ça soit un youtubeur, et vous allez voir que le discours va changer. Mais ça également, c'est à vous de comprendre que ce que vous faites dans le rétro, et à qui vous parlez, ça vous appartient. Si d'un point de vue éthique et moral,
vous trouvez aucun problème à aller parler à un gars qui va insulter les gens par message privé, c'est votre problème. Maintenant, regardez-vous en face, essayez de comprendre ce que vous faites et qu'est-ce que vous foutez là, en fait. Moi, tout ce que j'ai à dire, en fait, aux gens qui adhèrent à une communauté rétro sans comprendre le but, en fait, également de leur collection, ni le but, en fait, de leur présence sur telle ou telle chaîne. J'espère qu'un jour, voilà, vous aurez des gens autour de vous pour vous raisonner. Et j'espère qu'un jour, vous comprendrez en fait que ces gens-là vous ont exploité pour justement faire grandir leur communauté, parce qu'ils ont senti que vous étiez une vache à lait, vous étiez un bon pigeon, hein, parce que la plupart du temps, bah, si vous ne mettez pas sur la chaîne de ces gens-là, ou si vous n'achetez pas beaucoup de jeux dans certaines boutiques, vous allez comprendre que ces gens-là ne vous regarderont pas de la même manière. Ou ne vous répondront absolument pas, quoi. Je sais pas sincèrement si aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, en Italie, c'est la même chose. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'en France, il y a quand même beaucoup de jalousie entre déjà les gros youtubeurs influenceurs qu'on a pu rencontrer. Il y a beaucoup d'hypocrisie, beaucoup. C'est du jour au lendemain, les gars sont dans une convention et puis après ils sont chez eux et ils se chient dessus sur les forums, etc. C'est impressionnant, mais c'est impressionnant. Je vais pas divulguer les messages privés que qu'on m'en a pu m'envoyer entre des gens, etc. Même des vocaux. J'ai des vocaux de gens, voilà, où ils te disent un tel et un tel est comme ça. Mais c'est un monde tellement hypocrite. Moi, une des raisons de l'overdose que j'ai pu avoir le mois d'octobre, c'est le fait de fréquenter également des personnes qui n'ont pas de pertinence en fait dans leur discours et qui ont tout axé en fait sur l'achat et montrer en fait ce qu'ils ont sans forcément que ça soit y ait au-delà en fait de l'apparence, hein, du produit ou du commerce. Je trouve ça c'est hyper dommage. C'est hyper dommage en fait d'être à 35-40 ans et de pas savoir en fait pourquoi tu fais ça et de faire qu'une chose que par rapport à un seul objectif, l'achat. Donc là, pour moi, la collection, je vous le dis, c'est terminé. J'ai même pas envie de parler de collection avec des gens parce que le problème c'est que les gens, il y en a qui comprennent rien, il y en a qui comprennent mais n'ont pas envie forcément de s'arrêter non plus. Il y a également je veux dire, il y a quelques interviews que j'aurais pu faire également avec des gérants de magasins, mais ça ne m'intéresse plus parce que ça sera de la langue de bois par rapport au commerce. Après, je peux comprendre, ces gens sont en activité. Mais moi, ça me dérange, connaissant les coulisses des boutiques, ça me dérange beaucoup d'entendre un double discours pour bien paraître, en fait. Ça me dérange énormément. C'est pour ça qu'en fait, moi, de mon côté, le monde du rétro actuel en France me convient pas. J'ai énormément de mal avec la génération qui a 10 ans de moins. J'ai énormément de mal également avec le discours véhiculé avec les gros influenceurs qui n'ont pas de recul en fait avec leurs abonnés. Ils sont toujours là à essayer en fait de les faire cracher au niveau don, au niveau thune. Il n'y a rien en retour. Je prends l'exemple de Backing Toys. À quel moment lui il va donner des choses à ses abonnés? Je sais pas. Ça serait bien d'offrir en retour par rapport à tout ce qu'ils t'ont donné. Il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec la secte Richnou, Skippy, hein, on avait rigolé avec ça. On n'a pas l'impression d'appartenir à une communauté très généreuse, voilà. J'ai plein d'exemples, voilà, je veux pas dénoncer des gens, voilà, gratuitement comme ça. Je pense qu'ils se reconnaîtront bien après tout ce que j'ai dit. Mais pour moi, en fait,
il faut pas, premièrement, ne faites pas confiance à enfin, au premier degré, en fait, ne faites pas confiance au discours des influenceurs, ne faites pas confiance au discours également des gérants de magasins. Vous êtes leur meilleur pote quand en fait vous achetez. Les youtubeurs influenceurs c'est pareil. Quand vous adhérez à tout ce qu'ils disent. Et j'ai pas en fait l'envie de mon côté en fait au niveau collection de partager des choses ni de discuter en fait avec des gens plus jeunes parce qu'ils sont complètement lobotomisés par tout ce système capitaliste. C'est hallucinant. Alors moi je dis pas qu'à notre époque hein, on était mieux, on était pareil. J'ai du mal à m'en souvenir. Je pense qu'on s'en rend pas bien compte. Mais tout est axé sur l'achat, le prix, l'apparence. Et on sent quelque part, ce qui est dérangeant, c'est qu'on sent quelque part que c'est un dernier coup de bluff en fait de ces boutiques également pour exister parce qu'ils sentent que la fin est proche, ils veulent à tout prix en fait à travers le discours bienveillant de gagner les 2-3 dollars qu'ils peuvent. Et les youtubeurs c'est pareil, les youtubeurs, est-ce que vous allez à 70 ans regarder un youtubeur jouer à Mario Bros et envoyer de la thune à ce mec là, enfin à un moment donné il va falloir que ça se termine tout ça quoi. C'est... Enfin, tu dis Cédric Vidal, il n'aurait jamais dû exister sans Goku Anthology, tu vas pas aimer les Pixel Day, c'est catastrophique. Panenka, la Pixel Day, c'est catastrophique, c'est le symbole du capitalisme, c'est le symbole de la bêtise, de l'abrutissement. C'est la Pixel Day, alors je reprends l'expression de DGJ, c'est la foire aux bestiaux, c'est la foire aux saucisses, c'est ce qu'il avait dit sur les conventions. Je reprends son expression, c'est ça, mais vulgairement, vous êtes des, on va pas être vulgaire, mais vous êtes des vaches en fait. Vous êtes là en fait pour, vous êtes des bestiaux. Vous êtes là pour en fait acheter en fait sans réfléchir. Et l'exemple même, c'est les gens qui achètent au premier stand sans savoir pourquoi, en fait. Ils sont là, ah tiens, on va acheter, il y a du jeu rétro, c'est rare, il y a des pépites, l'autre il a dit, machin, c'est ci, c'est ça, faut le prendre, vas-y. Et les mecs, au premier stand, ils ont dépensé 500 balles, et c'est une catastrophe. C'est tout ce que je déteste, moi, dans le monde du... C'est même pas du rétro gaming, c'est de la collection, en fait, sans réflexion. Et est-ce que vous, de votre côté, vous avez envie d'appartenir à ça ? D'appartenir à un monde de collectionneurs sans réflexion. Et je dis, attention, et encore une fois, je dis que c'est pas de la faute principalement des clients actuels, c'est de la faute des influenceurs qui diffusent des mauvaises idées, des mauvaises pensées à ces gens-là, et des gens qui sont extrêmement influençables également, les clients. Des gens qui sont prêts à envoyer des cartons, envoyer des dons, envoyer des jeux, envoyer des machins pour avoir ce retour où le mec va vous dire « Ah merci mon frérot, merci mon poteau, tu m'as fait plaisir » et ça va s'arrêter là. Le jour où vous enverrez plus de cartons, plus de dons, vous achèterez plus rien au magasin, etc., vous existerez plus les gars. Et moi c'est tout ce que je déteste dans ce monde du rétro. Je veux pas faire mon vieux con entre guillemets. Mais je me reconnais pas en fait dans ce milieu du rétro actuel. Je trouve que c'est catastrophique. Catastrophique. On part dans un délire total en fait. C'est catastrophique. Et là où une époque où en fait y a des gens avec qui moi je discutais il y a peut-être 2 ans où ça s'est envenimé avec les années. Mais au début ils avaient un discours également qui rejoignait le mien en fait. Malheureusement, avec les années, ces gens-là se sont également convertis au capitalisme et à la vente de produits, etc. Et quand je vous disais que sur ma chaîne, il y a des gens que vous ne reverrez plus, parce que tout simplement, ces gens sont trop attirés par gagner des vues, gagner des abonnés, gagner 1 euro, 2 euros par vidéo, ça les rend fous. La YouTube Money, ça leur permet d'acheter des jeux. Vous savez, c'est un cercle.
On fait des vidéos YouTube, on gagne de l'argent, et avec l'argent qu'on gagne sur YouTube, on va dans les magasins, on va dans les conventions, dépenser l'argent qu'on a gagné sur YouTube. C'est exactement ce que font en fait les gros influenceurs. Qu'est-ce qu'ils font là, tous les influenceurs rétro que vous voyez actuellement? Ils vont dans les conventions après dépenser leur thune. Pixel Day, machin, convention geek, ils dépensent la thune qu'ils ont gagnée avec Internet. Et les cadeaux, le pire, le pire, je pense que vous savez ce que c'est le pire? Ce sont les fameux brocanteurs, là, le couple de brocanteurs là, à qui vous envoyez des cartons, etc. Même d'autres. Hein. Les cartons et les dons que vous leur faites, qu'est-ce qu'ils font à votre avis avec? Ils les gardent pas, ils les revendent sur leur stand. Leur stand de brocanteurs blackers, ils revendent tout. Ils en ont rien à foutre en fait des dons que vous leur envoyez. Hein. C'est un cercle vicieux, mais c'est terrible en fait. Parce que vous essayez d'exister auprès de vos youtubeurs favoris, mais au final, les youtubeurs favoris ils profitent de vous. Vous êtes extrêmement influençables, les gars. C'est pour ça que moi, j'ai jamais voulu activer les dons ou quoi que ce soit, parce que je sais très bien que j'en aurais eu malgré moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Moi, ça me fait toujours rire quand t'as des gens qui essayent de... Parce que moi, je suis un danger pour eux, c'est ça le problème, c'est que je vais vous dire exactement ce qui se passe dans ce milieu-là. Je suis un danger pour ces gens-là. Je vais dénoncer des choses, je vais dénoncer les coulisses du recel, je vais dénoncer également les manipulations de certains youtubeurs ou de leur discours. Ils vont vous dire, ouais, mais l'écoutez pas, lui, personne l'aime, etc. Mais je t'emmerde en fait, j'en ai rien à foutre de ta gueule moi. Moi je te dis, je te vois en vrai. Enfin, t'as pas bien compris en fait à qui t'as affaire en fait. Moi je fais le gentil en fait à travers YouTube parce que j'ai pas, j'ai pas besoin d'être agressif avec qui que ce soit. Mais en fait, ça sert à rien de faire des menaces à droite à gauche. J'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre. Psychologiquement, je peux vous dire un truc. Si j'étais faible, je serais plus sur YouTube. Ça sert à rien d'essayer de faire du chantage ou d'envoyer des messages à mes potes pour faire croire que ce que je raconte c'est pas vrai. Je suis en danger pour vous les gars, parce que malheureusement c'est vrai ce que je raconte. Et encore une fois, si j'étais vraiment méchant, je peux vous dire qu'il y a 2-3 commerces qui seraient tombés cette année, hein, du côté de Paris, hein, vis-à-vis de ce qu'on sait. Mais bon, c'est pas mon problème. J'en suis pas là quoi. J'en suis pas là. Bah, tu vois, Matspo, regarde le Tipeee Game, la rencontre abonnée sur Paris, c'était que des tipeurs. Les gens ont payé pour rencontrer le gars. Voilà. Voilà, c'est la foire à l'empoigne, Panic Room, tu dis, c'est que commercial, voilà. Godzilla, salut à toi. À la rigueur, je préfère m'abonner à une chaîne comme Origami pour maintenir un journalisme jeu vidéo indépendant engagé. Salut Jabakura. Voilà. Mais, bah, en fait, si je vous avais montré la vidéo au tout début que je voulais faire sur le fait que j'arrêtais ma collection, où je vous expliquais que j'avais atteint ce que je voulais, rien d'autre m'intéressait, etc., c'est vrai, mais une des raisons plus encore qui m'a amené à arrêter de collectionner et de m'intéresser à ce milieu rétro gaming. Et là, moi, je revends pas. Hein. C'est-à-dire que moi, ma collection, les magazines Joystick, Joypad, Tilt, Commodore 64, Atari ST, la Mega Drive, tout ça, c'est mon enfance. Moi, j'ai aucun mal, en fait. J'ai aucun mot nostalgique comparé à d'autres qui veulent à tout prix se venger sur le fait qu'ils pouvaient pas acheter tel ou tel truc. Moi, c'est que du plaisir, et je revends pas. J'ai pas besoin de revendre, ça m'intéresse pas de revendre. Moi, c'est un plaisir, c'est jouer avec, regarder les magazines, tout ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous diffusent pas les bonnes idées autour du rétro. Mais la vidéo, si je vous l'avais diffusée comme ça, c'était pas assez explicite, c'était pas assez profond. Ce qui me fait également arrêter de m'intéresser au rétro sur YouTube, c'est l'environnement. Les gars sont plus là pour faire du commerce que de s'intéresser aux gens. Les gens qui ont pu me rencontrer chez Dragon Games ou qui ont pu me rencontrer sur Paris en IRL suite à des... Ils ont vu que moi je m'intéressais à eux, on discutait, etc.
À aucun moment je parlais de ma chaîne YouTube, j'en ai rien à foutre. Moi je suis plus là pour parler avec les gens, pourquoi ils font du rétro, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils cherchent dans les boutiques, je parle avec tout le monde. C'est pour ça que moi ça me dérange de voir parfois des gens un peu qui se disent de notoriété, d'utilité publique, hein, pour le monde du rétro, et quand ils vont dans les magasins ou à Paris, ils vous snobent, ils parlent à personne, etc. Et puis ils se barrent, je sais pas. Ou que des gérants vous utilisent un peu comme vendeurs dans la boutique. Je comprends pas toutes ces idées. C'est assez bizarre. J'en dirais pas plus parce que sincèrement, je pourrais dire énormément de choses à travers le monde du rétro parce que j'ai beaucoup d'expérience depuis les 2 ans qui se sont déroulés. J'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré également des gens qui n'étaient pas dans ce milieu-là, qui sont intéressés par le milieu du rétro, et en fait ils m'ont dit, et ça en fait, je fais également une dédicace à Damien de la séance de minuit et à d'autres, ils m'ont dit on s'est intéressé à ta chaîne parce que t'as pas un discours comme les autres, t'as rien à vendre, et tu racontes des trucs que nous on a vécu, t'as pas besoin de Wikipédia. Et ça, en fait, on le ressent parce qu'on a vécu la même chose. Et ils m'ont dit, par contre, on a essayé de regarder, voilà, les autres chaînes qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, hein. Moi, j'ai eu 4000 cette année. Et disons que par moment, en fait, c'est 4010, 4012, 4001, 4008. Voilà, ça monte, ça descend, etc. Par contre, voilà, moi, tous les abonnés que j'ai jamais payé pour les avoir, hein. C'est des gens qui sont abonnés gratuitement à ma chaîne. J'ai pas acheté des packs d'abonnés comme certains ont fait pour monter ma chaîne. J'ai pas payé des gens pour faire des interviews non plus. Voilà, parce que quand des gens vous disent ah lui, écoute pas ce qu'il dit parce que lui il va te mettre un couteau dans le dos, hein, tu sais. Bah oui, mais moi, tu sais, moi j'aime pas en fait le fait non plus que tu es payé en fait certaines personnes pour faire des interviews. Tu es payé également un groupe de personnes pour venir filmer des bornes d'arcade chez toi, etc., etc. Moi, ce genre de truc, j'aime pas en fait. Et je paierai jamais en fait des gens pour faire des interviews ou quoi. Si t'as pas envie de discuter, c'est pas grave. Mais moi, je gagne 1 € ou 2 € avec la vidéo que je vais faire sur 2 mois, par exemple, avec les publicités. C'est pas en payant des journalistes ou quoi que je vais me sentir mieux ou quoi. Enfin, ça sert à rien. Donc quand des gens vous disent ah mais fais pas de vidéo avec lui parce que lui tu verras il va dire ci, il va dire ça. Non, mais moi je pose des questions normales. Et tant qu'on me trahit pas et que voilà on n'essaye pas de raconter de la merde autour de moi, il n'y aura aucun souci. Il y aura aucun souci. La loyauté, pour moi, c'est plus important, la loyauté. Si t'es pas loyal avec moi, et que t'es prêt à aller copiner avec un autre juste parce qu'il a un peu plus de vues et dire ah génial ta vidéo, et le mec entre-temps, voilà, il a fait son histoire, c'est fini, c'est terminé, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les mecs n'ont pas de face. Putain, je reprends la phrase à part avec, là. T'as pas de face. Bah, tiens. Moi, j'ai plein d'exemples avec des mecs qui n'ont pas de face, hein, sur YouTube. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà. Alors, Godzilla, tu dis les mecs qui n'ont pas d'amis dans la vie réelle et qui grattent l'amitié de YouTube en envoyant des cadeaux hors de prix. Voilà. C'est hyper indécent d'accepter. C'est ça. Parce que tu acceptes également d'influencer des gens hyper influençables. La manipulation, elle est extrêmement facile, elle est simple avec des gens qui dans la vie, voilà, ils sont fragiles, ils ont pas trop d'amis, pas trop de réseau, et j'en ai vu, hein, on en a rencontré beaucoup dans les boutiques, hein, quand on discutait, quand on était là avec des gens, on en a rencontré beaucoup des gens comme ça. Et tu vois qu'ils s'attachent très vite, ils parlent très vite en fait également, ils racontent plein de choses de leur vie privée, et des fois t'as envie de dire calme-toi, tu sais, vas-y, mollo. On se connaît pas, on n'est pas amis, voilà, juste potes, c'est bon. Voilà. Alors, Colonel Arrêt, tu dis, je sais pas, quand Green Hill Memories montrait des jeux, je les sentais sincères. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils étaient très sincères au début, il n'y avait pas de souci, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Bah, moi, regardez, on a fait une vidéo avec Rix il y a 1 an,
qui a fait vraiment chier DGJX et qui a fait vraiment chier ses fans à lui. Où justement on disait que bah, entre 93 et 99 il se passe un truc et qu'il n'a pas forcément connu tous les jeux, etc. Allez faire un tour sur sa chaîne, je fais de la pub pour lui, même si voilà, c'est un gros faux cul, je vous le dis, hein, par rapport au message que j'ai vu. D'ailleurs, j'ai une question pour lui. Et est-ce que si j'étais comment dire, un si grand harceleur que ça, tu garderais en fait ta vidéo qu'on a fait sur Tengen sur ta chaîne. Pourquoi tu gardes ta vidéo de Tengen avec l'obsolescence sur ta chaîne si je suis si mauvais que ça? Pourquoi tu la gardes? C'est le pognon? C'est que en fait c'est des conneries ce qu'on raconte sur moi? C'est quoi en fait? Parce que les messages que t'as envoyés à des potes, fais pas de vidéo avec lui, hein, parce que lui tu vas voir, machin. Mais t'es qui en fait toi? T'es qui toi? T'as rien à foutre de ce gars-là, rien à foutre. D'ailleurs, je t'incite à enlever la vidéo là, sur ta chaîne de Tengen parce que, vu ce que t'as raconté comme connerie dans mon dos avec Big Cam, enfin, je vous dis, moi, sincèrement, si vous connaissiez la vérité sur ces personnes-là, en fait, dans les coulisses du jeu vidéo, vous tomberiez de haut. C'est une catastrophe, le milieu du rétro. Et puis, encore plus pour les gens qui sont très très loin. Donc voilà, moi tout ce que j'ai à dire c'est que si j'étais si mauvais que ça, pourquoi les gens gardent des vidéos avec moi en fait sur leur chaîne? C'est quoi en fait? C'est la monétisation? T'as tant besoin d'argent que ça? Je suis si mauvais que ça? Bah, c'est quand même dramatique, hein, dramatique, hein. Non mais je suis un danger pour vous, c'est simplement que je dis la vérité. Je suis un danger, je suis pas commercial et que bah écoutez, moi c'est pas mon problème de savoir en fait si je suis copain ou pas copain avec vous, j'en ai rien à foutre en fait, ça rien à foutre de ça, voilà. Donc en tout cas, c'est ce qui est sûr et certain, c'est que vous me verrez jamais sur la chaîne de Back in Toys. C'est pas parce que je le veux pas, c'est que lui il le voudra jamais. Ça a aucun intérêt, je suis pas fan à lui. Par contre moi si un jour je le vois sur République, je suis prêt à lui prendre sa caméra et courir, et lui il va devoir me rattraper. Tu vois, on peut rigoler comme ça. Après, je lui rendrai sa caméra, mais ça me fera rire en fait. Pour lui montrer qu'on c'est un pion, le gars. C'est pas un mec. Il est pas dans la réalité. C'est du commerce qu'il fait. Mais voilà, ça reste fun. Hein. C'est pas. Enfin, bon, bref. Non, mais le milieu du rétro, les gars, c'est. Ne rentrez pas là-dedans. Ne pensez pas faire carrière. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont 500 ou 1000 abonnés, ils pensent faire carrière. Ils pensent faire carrière, ils pensent devenir le prochain JDG. Non mais les gars, sincèrement, arrêtez. Il y a des gens, ils vous disent également, je vais arrêter YouTube parce que je fais pas assez de vues. T'es passionné ou t'aimes le jeu vidéo ou t'aimes l'argent en fait? Si t'aimes le jeu vidéo, t'as pas besoin d'arrêter. Ça sert à rien. Mais l'intérêt aujourd'hui en fait d'une chaîne rétro, c'est premièrement parler de ta passion ou parler des infos que t'as. C'est pas faire de l'argent. Tu vas pas faire carrière avec 2 euros par mois sur ta pauvre vidéo qui a fait 1000 vues. Mais tu rêves, mon gars. Mais jamais de la vie. Moi regardez, j'ai plus de 1000 et quelques vidéos depuis des années qui parfois n'ont aucun rapport avec le jeu vidéo. C'est pour ça que je gagne beaucoup. Je gagne pas beaucoup d'argent. Je gagne un peu moins de 100 euros par mois avec les publicités YouTube. Un peu moins. Ça dépend des mois, on va dire. Mais ce que je veux dire par là, 100 euros par mois, allez travailler à l'usine 35 heures par semaine, vous allez gagner largement plus d'argent. C'est pas avec YouTube que vous allez faire de la thune, hein. Jamais de la vie. Hein. Bien sûr, après si t'habites dans le désert, si t'habites dans une grotte, bah 100 euros c'est bien, si t'es SDF c'est bien 100 euros. Après tu payes comment ta connexion internet? Faut la payer frérot. Hein. Ouais, bon. Non, mais franchement, le monde du rétro, les gars. 2024, c'est le summum. Moi, je pensais pas sincèrement avoir autant de dérives, autant de mauvaises personnes. Dès que t'arrives, en fait, bah, je fais une petite dédicace à Edge qui m'avait dit, hein, j'en reparle encore, mais il m'avait dit, tu verras, quand tu vas arriver à un certain nombre d'abonnés, les emmerdes vont arriver à droite à gauche. Voilà. C'est exactement ça. Et pourtant, je suis pas à son niveau. Mais déjà, voilà. Et personnellement, ça me donne pas envie
de parler de certaines choses, ni de parler de... Je vais continuer dans l'information, les interviews, mais parler collection et jeux avec des gens qui parlent que de boîtes et qui sont incapables de te dire comment Donkey Kong ça se termine, ça n'a aucun intérêt. Et j'ai des potes qui m'ont dit, tu sais, quand t'invites telle ou telle personne, le niveau baisse et on regarde pas. Ben j'en suis conscient, mais moi au début mon principe c'était de donner la parole à tout le monde. C'était un peu ça. Et je me rends compte qu'au final, quand tu donnes la parole à tout le monde, c'est donner la parole à n'importe qui. Et ces gens-là sont simplement ici en fait pour avoir une petite visibilité et choper des abonnés, c'est tout. Ils en ont rien à foutre en fait, voilà. Voilà. La caisse d'allocation YouTube Game. Toi, tu fais des vidéos pour le plaisir, eux font des vidéos pour du business, placement de produits. Ouais, bah ouais, mais c'est comme les gens qui vous font croire qu'ils sont pas affiliés à telle ou telle marque, Strictly, Limited Run, et les codes, vous savez, les codes promo pour télécharger en stream, sur Steam, pardon. Bien sûr qu'ils sont affiliés avec les marques Ubisoft, etc. Bien sûr. Bah tu me l'as demandé Lincoln, qu'est-ce que j'en pensais tout à l'heure de l'émulation Bernic, tout ça, c'est de la merde tout ça, achetez pas ça. Déjà il y a eu une vidéo il y a pas longtemps autour de... il y a eu une vidéo il y a pas longtemps, vous savez, autour de... Comment ça s'appelle là euh, les analogues, et puis également les FPGA. Des gens vous ont révélé que le FPGA, c'est pas l'émulation parfaite. Donc ça a fait tomber des gens de haut, ça. Ça a fait tomber des gens de haut. Ça a été dramatique parce que des gens ont mis 500 € dans des FPGA et bah, ils se rendent compte qu'aujourd'hui c'est pas l'émulation ultime. C'est problématique ou pas, non? Et surtout ils ont payé les composants beaucoup plus cher que ça coûtait. Voilà. Bah Wolfenstein, Cédric Vidal, je suis d'accord avec toi, c'est un bon jeu sur Mega Drive. En fait, c'est un... Tu vois, Wolfenstein, c'est un... c'est un homebrew qui a été porté en fait sur cartouche. Et tu peux le choper sur AliExpress facilement, quoi, voilà. Voilà. Euh, on a plein de raisons d'acheter ou pas. Ouais, le gars de Paldawam HD, tu les connais, Stone, une chaîne de passionnés. Salut Scarlett. Bah, c'est par Edge que j'ai pu un tout petit peu, mais vraiment j'ai vraiment discuté 10 secondes avec DG quand malheureusement son père était décédé, voilà, mais c'est tout. Non, je les connais pas du tout ni personnellement, mais oui, c'est certainement des gens passionnés. C'est plus des gens passionnés que des gens en fait qui sont là pour faire de la thune. Tu pourrais pas avoir un discours comme ça si t'étais là simplement pour faire de la thune, c'est pas possible. C'est pas possible, voilà. Ah, tu nous conseilles quoi, cousin Hubert, comme dernier jeu pour nos collections? Comme dernier jeu. Moi, je vous conseille surtout de faire d'acheter prochainement des jeux par rapport à ce que vous aimez. Si vous aimez la plateforme ou les shoot 'em up, achetez principalement en fait un shoot 'em up ou un jeu de plateforme. Par exemple, si vous aimez les shoot 'em up, vous avez jamais joué à Xenon 2 sur Mega Drive, achetez-vous Xenon 2 sur Mega Drive. Allez acheter Xenon 2 par exemple. C'est un super jeu sur Mega Drive. Il est sous-coté à mort. C'est un très bon jeu. Si vous aimez les jeux de plateforme, allez acheter Cool Spot ou également Prince of Persia Mega Drive. Voilà. Il y a Pitfall, il est pas mal également. Le livre de la jungle sur Mega Drive, c'est un très bon jeu de plateforme. Il n'y a pas besoin d'acheter des jeux à 100 balles ou 90 balles. Pour se faire plaisir. Il y a des très bons jeux à 20 balles, 30 balles, 40 balles, 50 balles. C'est pas parce qu'un jeu il a une boîte un peu déglinguée ou un peu abîmée. Il y a un truc tout con. Et regardez les gars. Vous l'avez Altered Beast sur la Genesis en 60 Hz sur Mega Drive. Jouez-y. Vous avez passé votre vie à jouer en 50 Hz à Altered Beast. Essayez d'y jouer en 60 Hz un jour. Voilà, peut-être vous allez plus kiffer Altered Beast. C'est des jeux tout simples que les gens n'ont jamais fait en 60 Hz. Tout le monde a joué, par exemple, à Mario Bros sur la NES en 50 Hz. Achetez-vous une Famicom,
et jouez en fait à Mario Bros en 60 Hz sur la Famicom. C'est des trucs tout simples, mais cherchez des expériences de gameplay, cherchez des expériences à travers justement l'optimisation de vos jeux que vous n'avez pas fait dans d'autres versions. Euh, sur PS1, il y a Metal Slug X par exemple sur PS1. Essayez d'y jouer pour voir comment ça peut être, si ça peut vous plaire. Dino Crisis, essayez de le faire également en version 60 Hz. Gran Turismo 2, faites-le en japonais, en 60 Hz. Il est top le jeu par exemple. En 50 Hz, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est écrasé, les bancs noirs. Le jeu va pas très. Enfin, le jeu est pas extrêmement fluide déjà. Mais en 50 Hz, c'est catastrophique. Il y a plein de jeux. J'essaie de regarder un peu à droite à gauche là. Si vous aimez le sport, essayez de vous choper un NHL sur Mega Drive, NHL 94, NBA Live 98. Est-ce que vous avez déjà joué à NBA Live 98 sur la Mega Drive? Pendant les temps morts, il y a les musiques qui ont été rajoutées, il y a également beaucoup plus d'animation. Le NBA Live 98, c'est le meilleur NBA Live de la Mega Drive. Essayez de le choper par exemple. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a également... qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais, tout à l'heure, je vous ai montré Turtle Hyperstone sur Mega Drive en version US. Les gars, j'ai la boîte qui est là-bas. Essayez de le choper en version US, le Hyperstone. Tout le monde l'a en PAL ou en japonais. Trouvez-le en américain, ça peut être sympa pour votre collection. Voilà, il y a les... Desert Strike également. Desert Strike, essayez de le prendre et d'y jouer sur une Genesis en version 60 Hz, l'hélicoptère va plus vite. C'est des trucs tout cons que je vous dis, mais voilà, c'est le plaisir de gameplay, c'est l'expérience, mais bien sûr, si vous, de votre côté, c'est simplement la boîte, l'étagère, la vitrine, etc., on a atteint le summum de la connerie avec les boîtiers anti-vol. Si c'est ça qui vous intéresse et l'état Tortue Ninja, Stéphane de Back in Toys avec la vitrine et les clés, moi je peux plus rien faire pour vous. Hein. À un moment donné, vous allez finir en hôpital psychiatrique parce que vous allez jamais trouver des jeux neufs de 35 ans, ça n'existe pas. Vous allez trouver, à un moment donné, vous allez sortir les microscopes et regarder s'il y a une plissure, s'il y a une rainure sur les boîtes, les notices. Vous allez devenir fou avec ces conneries. Enfin ça... Bon, bref. C'était quoi les gros soucis de Gran Turismo 2 sur Dreamcast? Moi, j'ai jamais joué sur émulateur Dreamcast le Gran Turismo 2. J'y ai joué en fait sur la PS1. Moi, je l'ai fait sur PS1 de A à Z. Je l'avais fait en 50 Hz en plus à l'époque. Le Gran Turismo 1, je l'avais fait en japonais. Alors Jeff Retro, t'as pris Super Sidekicks 3, Neo Geo, CD. Ah voilà, bah c'est ça. Bah, éclate-toi, t'as pas besoin de la version AES. Il y a des gens, ils vont acheter la version AES simplement pour montrer qu'ils ont un pouvoir d'achat. Ça sert à rien. Le jeu, c'est le même sur CD. Et en plus, sur version CD Neo Geo, t'as les remixes des bandes sonores. Ça, c'est génial. Voilà. Ça te dérange pas trop le PAL Metal Slug? C'est la seule compile sans option 60 Hz. Compile SNK. Vous parliez de quoi là? Les Metal Slug, faut les prendre sur PS2, les Metal Slug. Ouais, tu peux les prendre, bien sûr, si tu veux. Mais moi, je te parle de Metal Slug X en japonais sur PS1. Il est en 60 Hz. Le groupe DG sont excellents. Les chaînes multi-sujets comme Padawam, Dirty Tommy et la tienne, c'est le must, tu dis. Bah, merci à toi, Scarlett. Attention, moi, je me compare pas à ces professionnels. Hein. Parce que eux, c'est des professionnels. Hein. Moi, c'est vraiment pour le plaisir. Mais je pense que dans le discours que j'ai, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut l'avoir en fait dans le monde du rétro. Parce qu'ils ont peut-être un manque d'expérience et ils ont besoin de vendre des choses. Donc ils diront pas les choses que je vais dire. Et si un jour ils ont eu un problème avec tel ou tel youtubeur, ils le diront pas. Parce que pour eux, en fait, c'est problématique d'un point de vue abonné. C'est-à-dire que s'ils ont des abonnés qui aiment bien l'autre youtubeur, ils le diront jamais. Ils auront peur de perdre ces abonnés-là. C'est ça le problème. Ils vont rigoler et puis ils vont passer à autre chose. Ils diront rien. Voilà.
T'as pris Last Resort en Neo Geo CD, ouais. Ouais. Bah, si tu connais l'histoire de la Neo Geo, le Last Resort, c'est un des premiers jeux à l'époque sortis sur Neo Geo CD autour de fin 94, début 95 en France quand elle est arrivée. C'est intéressant. Ah, voilà. Enfin voilà, après, la fraise au bois dormant, tu dis, please, fais un je viens chez toi, Stone. Je veux savoir ce que tu fais si ta pièce, si ta pièce elle brûle. Ah, t'es con, sérieux. Non, non, j'en ferai jamais parce que je suis pas à ce niveau-là. Je pense que il y a un truc aussi, je pense que vous le savez, c'est que il y a des gens au niveau collection, ils sont ils sont à un certain niveau, c'est-à-dire que euh, le niveau auquel ils sont actuellement, moi je suis pas du tout à leur stade. C'est-à-dire que il y a des gens qui, par procuration, ont vécu les années 90 à travers les magazines, à travers également leurs grands frères. Ils n'ont pas connu tout ça. Ils ont récupéré également des jeux des plus grands, des amis, etc. Ils ont lu les tests dans les magazines, ils n'ont pas connu les tests, etc. Ils n'ont pas connu les jeux, pardon, ni joué avec au moment. Et le contexte, c'est vachement important, le contexte. Et t'as des gens ils veulent se racheter des souvenirs. Enfin, non, ils veulent acheter des souvenirs. Parce que racheter, ça voudrait dire que tu les as connus. Il y a des gens qui veulent s'acheter des souvenirs à travers une collection. C'est pas mon cas. Et j'ai pas besoin non plus de montrer en fait à quoi ressemblait mon enfance. Je pense que le côté, vous savez, le côté thérapie que a fait Olivier de Back in Toys à travers sa vidéo où il vous parle de ses problèmes avec sa famille, son père, tout ça. Faut pas en venir à là. Faut pas en venir à là parce que c'est trop donné à des gens que tu ne connais pas en fait, à travers les réseaux sociaux, internet, YouTube, etc. Si tu as des personnes mal intentionnées et qui sont prêtes justement à harceler ces personnes-là, ils vont aller se moquer de la vie privée d'un tel, ils vont aller se moquer du décès d'un tel. C'est, on- faut, les gens se rendent pas compte à quel point en fait comment dire, la, comment dire, la frontière est courte entre le moment où tu donnes des informations et les gens vont se les approprier et les utiliser à bon escient ou contre toi en fait. Et il faut pas en arriver à un moment où justement tu fais une thérapie en parlant, en te mettant en noir et blanc, en racontant ta vie sur une chaise ou quoi. Il faut que ça reste dans un cercle privé. Et c'est ça également le problème que véhiculent ces youtubeurs, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils vont tellement dans l'extrême de tout donner. Regardez par exemple les stars de la télé-réalité, à un moment donné, voilà, les Loana, les machins, les trucs, ça finit mal, ça finit dans les drogues, ça finit dans les dérives, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. Parce que justement les gens se sont appropriés ces gens à travers leurs vidéos, et ce qui guette malheureusement en fait certains youtubeurs qui donnent trop, c'est que certains de leurs abonnés vont s'approprier la personne et vont justement commencer en fait ce côté euh, comment dire comment on peut appeler ça là, enfin utilisation malsaine en fait de la personne. Je pense que certains gens certaines personnes qui ont fait de la télé-réalité ou même des stars de cinéma ou de la chanson, voilà, et à un moment donné, le fan devient partie intégrante de sa vie quand il s'immisce en fait dans la vie privée. C'est là où il faut pas passer la frontière. Je pense que lui, il a fait une erreur de trop se livrer sur certaines choses. Il aurait pas dû. Euh, Ça sera pas le dernier, quoi, parce que plus tu as envie de faire des vues, plus tu as envie d'exister auprès des autres et de dépasser, tu vas dans les extrêmes. Et justement, bah voilà, c'est l'exemple, c'est un des exemples. Au début, le gars, il est fan d'un jeu vidéo, il fait des petites vidéos. Après, il est fan de jeux Neo Geo.
il montre des jeux Néo, il achète des jeux, il dit retour de vide-grenier, machin. Après, il monte sa collection. Et puis à un moment donné, le gars, il commence à faire une thérapie et parler de sa vie privée. Bon, ben, on est où là en fait? On est où? Je pense qu'il y a des choses à éviter, voilà. Mais c'est comme c'est comme le cas de dire également que tu n'as pas besoin d'acheter pour être passionné de rétro gaming et également te faire plaisir avec les jeux que tu as chez toi. Tu vas pas acheter tous les jeux du monde. Et qu'est-ce que tu auras fait quand tu auras acheté tous les jeux du monde? Qu'est-ce que tu auras fait et qu'est-ce que tu feras en fait surtout quand tu auras ton full set? Qu'est-ce que tu vas en faire? Il faut trouver un intérêt et un but en fait à ce que tu fais. C'est pas simplement te donner un objectif. C'est pas simplement dépenser toute la thune que tu as tous les mois et de passer à côté d'autres choses dans la vie. Ça, je pense que les gens qui sont acheteurs compulsifs ou qui sont obstinés par le côté perfect, ce sont les gens qui malheureusement ont les plus grands maux dans leur vie privée. Vie de famille, enfance, etc. Et il faut pas en arriver là. Je pense que t'as pas besoin d'acheter pour. Je pense qu'il faut directement aller voir un psychologue. Va voir un psychologue, il va t'expliquer pourquoi tu fais ça, à quel moment faut arrêter, etc. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans la collection rétro, malheureusement c'est assez dramatique. Il y a pas des gens qui transmettent de bonnes valeurs, il n'y a pas des gens qui. Il y en a certainement, mais ils ont tellement peu de vues que vous me direz qu'ils vont se transformer un jour et puis ils vont faire comme les autres. Un peu comme des gremlins, voilà, on finit comme ça. Est-ce que c'est pas justement le problème des réseaux sociaux, voilà, de vouloir en fait ressembler à l'autre parce que l'autre il a une notoriété certaine, etc. Enfin bon. Moi ça me dépassera toujours de voir des gens aller sur la chaîne des autres alors qu'ils étaient potes avec un autre gars. Le mec se fait insulter par l'autre et ils vont sur la chaîne de l'autre en disant ouais super génial ta vidéo j'adore. Et enfin quand tu parles d'intégrité, d'éthique, enfin tu vois la mentalité des gens, c'est une catastrophe. Et les gens te disent ouais mais on était pratiquement amis, je comprends pas. T'es ami de quoi en fait? Arrête tes conneries. Enfin c'est je vous dis dans le rétro comme sur YouTube, ne donnez pas trop aux autres, ne faites pas confiance à 100% à ce que vous regardez. Et quand vous allez en magasin, n'oubliez pas un truc, c'est que le gérant du magasin et le vendeur est pote avec vous parce que vous dépensez. Le jour où vous dépenserez plus, il vous calculera plus les gars. C'est fini. Terminé. Alors Matspo, moi mon jeu rare de basketball sur Mega Drive, non je le prendrais même pas. Non mais tu sais il y a comment il s'appelle c'est Coach K Basketball en fait. C'est sur le basketball universitaire. C'est un NBA Live sur le basketball universitaire. C'est le meilleur. C'est un des meilleurs NBA Live également sur la Mega Drive. Coach K Basketball est sorti aux États-Unis sur Genesis. Il y a les pop-up girls et tout derrière les panneaux et tout quand tu marques et tout, c'est marrant. Il est pas mal. Non. Non, je vous ai dit, moi, je prends ma casquette de Backing Toys quand ma pièce est brûle. Voilà. Voilà. Bah, de toute façon, il y a un truc aussi, c'est que les gens qui veulent un jour ressembler au JDG et tout, c'est fini. Plus personne ne les rattrapera. Les chaînes de rétro aujourd'hui, il y a des masses d'abonnés les parts de camembert sont prises pour les gros, c'est fini. Les gens aujourd'hui qui sont à 500, dans un an, vous serez à 1500 peut-être. Vous serez jamais à 200 000 ou 300 000, c'est fini. Faut faire du show, faut faire du spectacle, faut amuser la galerie, faut se prostituer. Faut pas avoir d'intégrité. Aucune intégrité, les gars. Aucune intégrité. Si le jeu est pourri, dis qu'il est génial et que t'as adoré le jeu pour le vendre. Voilà, aucune intégrité. Dis également que l'autre youtubeur c'est ton pote.
Et quand tu le verras, eh ben, tu lui feras des bisous alors que tu lui craches dans le dos sur un forum. Enfin, c'est comme ça que c'est comme ça que tu réussis dans le monde du rétro. C'est un monde tellement puéril avec des gens de 25-35 ans qui sont capables en fait de trahir des potes juste pour faire plus de vues en général. Parce que justement, ils ont cette mentalité, ils ont, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça part de loin, ça part de l'accoutrement vestimentaire où quand vous les voyez dans les magasins, ils sont habillés comme s'ils avaient 15 ans. Voilà, comme s'ils étaient au collège. Donc, faut pas s'étonner que le comportement aille avec, hein, c'est tout, hein. Voilà. Toi, Jeff Retro, tu prendrais God Hand sur PS2. Ah ouais. Non, mais écoute, si ta pièce elle brûle, prends ton enfant, prends ta femme. Qu'est-ce que t'en as à foutre de tes jeux là? Arrête, c'est bon. Enfin, bref. Bon, sur ce, les gars, je vais arrêter de vous embêter. C'était déjà trop long ce soir. Mais voilà, je voulais expliquer pourquoi j'arrêtais de collectionner et pourquoi justement je trouve aucun intérêt aujourd'hui de montrer une collection et de parler jeux vidéo avec des gens. 80% des gens qui aiment le rétro sur YouTube, c'est boîte et ils ne savent même pas ce que contient le jeu. Ils font pas les jeux. Enfin, ils les enferment, ils les renferment. Des clés, des vitrines, des boîtiers anti-vol. Enfin, jouez aux bases, quoi. Commencez par les bases quand vous faites du rétro, quoi. Finissez Mario, finissez Donkey, finissez Sonic, et après on parlera jeux vidéo si vous voulez, les gars. Voilà. Allez, ciao à tous. Bonne soirée.